Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, rapidement, je vais faire une intervention sur pouvoir d'achat, énergie. Alors, bien sûr, ces deux notions sont souvent liées, mais encore plus depuis, on va dire, quelques mois. Mais tout d'abord, pouvoir d'achat. Alors, pour être peut-être plus précis et plus objectif, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, malheureusement, il faut plutôt dire perte de pouvoir d'achat. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que maintenant, depuis au moins trois décennies, sinon plus, mais au moins 3 décennies, le pouvoir d'achat n'a cessé de se dégrader pour le monde du travail. Alors, lorsque je dis le monde du travail, ce n'est pas uniquement ceux qui sont salariés, ce sont aussi les anciens salariés, donc les retraités. C'est aussi le monde du travail. Même s'ils ne sont plus actifs aujourd'hui, ils font toujours partie du monde du travail, puisqu'ils ont été, à un moment donné, dans le monde du travail. Donc, à la fois les actifs, mais les retraités, plus tout après ceux qui sont exclus du monde du travail. Parce que malheureusement, contrairement à leur volonté, ils ne font plus partie du monde du travail, ils en sont exclus. Je rappellerai qu'au Pardem, on chiffre à peu près, nous, grosso modo, à 20% de la population active, le nombre de gens qui sont exclus d'un véritable travail, d'un véritable emploi. Donc ça concerne bien sûr au plus bas de l'échelle tous les SDF déjà, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ça concerne bien sûr tous ceux qui sont au RSA, de plus en plus nombreux. Ça concerne aussi tous ceux qui sont en travail à temps partiel et tous ces contrats qui n'ont cessé de gonfler depuis déjà de nombreuses années. Donc tous ces gens-là font qu'on est à peu près à 20% de sans-emploi ou de sous-emploi. Ce qui contredit totalement d'ailleurs les chiffres officiels qui sont présentés. Lorsqu'on vous annonce qu'on est à 6-7% de sans-emploi, bon, on va dire oui. Alors oui, parce que lorsqu'ils disent 6, 7, 8, alors à ce moment on est plus à 7, on peut être à 10 parfois, ça évolue, c'est uniquement ce qu'ils appellent la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont à temps plein. Donc bon, évidemment, si on évacue tout le reste, oui, on peut dire qu'on est entre 7 et 10%. Non, en réalité, on est à 20%. Donc, pour revenir au pouvoir d'achat et à la perte de pouvoir d'achat, alors je ne vais pas faire un historique parce que ça serait très très long, mais quelques dates clés. La première véritable attaque de fond sur le pouvoir d'achat, on ne se rappelle peut-être plus, mais ça a été la création de l'euro. Avec la création de l'euro, ça a été le premier coup terrible porté au pouvoir d'achat des gens dans notre pays. Alors, pas qu'en France, mais on va se limiter pour ce qui nous concerne donc à la France. Rappelez-vous, à l'époque, le prix de l'alimentation, par exemple, a subi un coup terrible très rapidement avec la mise en place de l'euro. Et tout le reste a suivi. Tout le reste a suivi. Alors on ne s'en rappelle plus beaucoup, mais ça a été le premier coup important porté au pouvoir d'achat pour beaucoup de gens. Et ça, bien sûr, c'était volontaire avec la mise en place de l'Union européenne, puis de cette monnaie commune. Le deuxième coup, ça a été l'arrêt de ce qu'on a appelé l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'arrimage entre évolution de l'inflation et rattrapage, parce que souvent c'était quand même du rattrapage, des salaires et des pensions. Ça a fonctionné jusque dans les années, jusqu'au tournant de la rigueur de François Mitterrand, avec le Premier ministre qui était l'ancien maire de Lille, Mauroy, à l'époque,
où ils ont décidé en 2003 le tournant de la rigueur et donc 83 pardon 83 et donc l'arrêt de ce couplage entre l'évolution de l'inflation et le rattrapage à la fois des salaires et des pensions. Et donc ça a été le deuxième coup très dur porté au pouvoir d'achat de l'immense majorité des gens. Aujourd'hui, les seuls qui bénéficient, entre guillemets, encore d'un tout petit arrimage entre inflation et pouvoir d'achat, ce sont les gens qui sont au SMIC, parce que le SMIC est un tout petit peu lié encore à l'évolution du pouvoir d'achat, et il y a annuellement un rattrapage, alors toujours en retard, hein, bien sûr, donc il y a toujours de la perte en ligne, comme on dit, mais malgré tout, c'est à peu près le seul. Alors les minima sociaux aussi de temps en temps, c'est vraiment à la marge. Et puis, pour aller vite et pas perdre trop de temps, ce que nous avons connu plus récemment, avec les dernières attaques de masse, concernant notamment l'énergie, en particulier. Et pour revenir aux salaires et aux retraites, là c'est pas nouveau, je le disais, mais par exemple en matière de retraite, il faut savoir qu'en une dizaine d'années, le régime de base a été diminué, a perdu à peu près 10%. Tous ceux qui sont retraités sur leur régime de base ont vu leur pension baisser en moyenne au minimum de 10%. Quant à leur part du régime complémentaire, Agir Carco, pour le régime général, les régimes spéciaux des caisses spécifiques, mais c'est à peu près le même principe, et pour les régimes de retraite complémentaire, c'est 20% de perte en ligne en 10 ans. Donc là aussi, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, c'est aussi sur des systèmes fondamentaux que les attaques au pouvoir d'achat ont lieu. Sans parler bien sûr des salaires pour ceux qui sont encore actifs et salariés. Vous savez que maintenant, dans beaucoup d'entreprises, il y a presque plus d'augmentation. Alors, il y en a eu là récemment parce que l'inflation est arrivée à un niveau assez élevé et donc les entreprises ont été amenées à faire quelques réajustements. Alors, lorsqu'on parle de l'inflation, bien sûr, beaucoup d'économistes aussitôt utilisent l'inflation sous le côté nocif qu'aurait l'inflation pour la majorité d'entre nous. Alors en réalité, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Par exemple, lorsqu'il y avait l'échelle mobile des salaires, et avant que ça s'arrête, on avait une inflation qui était qui a été à deux niveaux, qui a été à 10-12%, et on n'a pas eu de perte de pouvoir d'achat aussi importante qu'on les connaît aujourd'hui. Donc l'inflation n'est pas mécaniquement synonyme de perte de pouvoir d'achat. Pas du tout. On peut très bien avoir une inflation, y compris élevée, s'il y a des mécanismes sociaux qui font que les revenus, c'est-à-dire salaires, pensions, minima sociaux, sont arrimés à l'inflation, il n'y a pas mécaniquement de perte de pouvoir d'achat. Non. Donc ça veut dire que la perte de pouvoir d'achat, elle est organisée, elle est volontaire. Et on sait très bien que cette perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas nouvelle. Plus de 10 points du PIB sont passés des poches donc, du monde du travail, des salariés et des retraités, à ceux du monde du capital. Alors pour être un petit peu plus précis sur ce que nous vivons depuis, on va dire, les 2 dernières années, où il y a eu une accélération dans certains domaines, accélération par exemple, mais qui est totalement liée avec ce que disait Michel tout à l'heure vis-à-vis de l'Union européenne et de la nocivité souvent des directives européennes. Par exemple, les coûts portés à la sécurité sociale en France, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse,
ne cesse de continuer depuis déjà de nombreuses années, avec des déremboursements. Et ces déremboursements, à la fois, ils sont mécaniques, parce que d'un côté, le régime de sécurité sociale rembourse de moins en moins, mais si vous voulez être remboursé à peu près, ça veut dire que c'est le régime complémentaire, c'est-à-dire les mutuelles ou les assurances, qui font le complément, mais ne font le complément que si vous payez. Si vous ne payez pas votre mutuelle ou votre assurance, ben, vous n'avez plus le remboursement qui était avant dévolu au régime de base de la sécurité sociale. Donc mécaniquement, il y a une hausse bien sûr des coûts de santé pour la majorité d'entre nous, très très fort. Et pour revenir donc aux 2 dernières années, il y a eu une envolée. Alors l'envolée la plus significative et celle qui touche le plus l'impact chez les gens, c'est l'alimentation. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait une inflation dans l'alimentation qui était assez régulière, mais depuis 2 ans, il y a eu un pic où l'inflation au niveau des produits alimentaires, d'une manière générale, a atteint pratiquement 25%. Alors, en moyenne, parce que là aussi, suivant les produits, ça fluctue, il y a des produits qui ont monté presque de 40% ou de 50%. D'autres un peu moins. Donc, on a grosso modo une inflation sur l'alimentation de 25%. Alors ça, c'est ce qui touche en premier les gens. Mais comme je le disais, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sournois. La sécurité sociale, je le disais, mais aussi les transports. Les transports, par exemple, en 2021-2022, ont augmenté de 10% tous les ans. Et les transports qui sont utilisés par les gens tous les jours, c'est-à-dire transport ferroviaire, bus, etc. Je ne parle pas que de la voiture individuelle. Les transports collectifs ont augmenté de 10%. Donc ça a un impact aussi très important sur le pouvoir d'achat de beaucoup d'entre nous. L'énergie. Alors là, c'est un cas un petit peu plus particulier. L'énergie, on a eu depuis 2 ans un gros coup qui est lié là aussi à une directive européenne. Alors ce n'est pas la seule sur l'énergie, mais ça fait suite à celle qui avait déjà été prise. Et une directive européenne qui a édicté que le prix, notamment de fabrication de l'électricité, serait dorénavant corrélé avec le prix du gaz. Alors, il n'y a qu'au niveau de l'Union européenne qu'on peut penser à de telles absurdités. Hein. Franchement, entre nous, si les gens réfléchissaient un peu, ils se rendraient compte à quel point on en est rendu de l'énormité. Aujourd'hui, le prix de l'électricité ne tient pratiquement plus compte de son coût réel de production, de fabrication et de production. C'est assis sur le prix du gaz. Non, alors, quand on sait que, d'abord, le gaz, on en produit relativement peu dans l'Union européenne, et si, pour ce qui nous concerne en France, très très peu, puisque le dernier gros gisement, c'est celui de Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques, vers Pau. Alors, il n'est pas totalement épuisé, mais il produit beaucoup moins, donc la production de gaz en France est relativement faible. Donc, on importe bien sûr le gaz, comme la plupart des pays européens. Et donc, il suffit que les producteurs de gaz, que nous maîtrisons que très très peu, bien sûr, fassent fluctuer le prix du gaz, et aussitôt, vous avez mécaniquement votre prix d'électricité qui évolue. Alors ça, bien sûr, il faut le rajouter avec la casse de l'EDF en France, spécificité française, mais là aussi attaquée frontalement par les directives européennes. Donc la casse de l'EDF, qui avait d'ailleurs suivi la casse des transports ferroviaires, hein, et
la libéralisation. Donc vous savez que maintenant EDF n'est plus le propriétaire du réseau, ça a été fragmenté entre le propriétaire du réseau, EDF n'étant plus qu'un des commerciaux, entre guillemets, ceux qui commercialisent le courant. Donc, bien sûr, après, il faut mettre un lien qui influe sur le prix, l'abandon pratiquement, pas total, mais assez fort de notre énergie nucléaire, alors que pendant un certain nombre d'années, nous avons bénéficié en France d'une énergie électrique qui était produite à un coût relativement faible, il faut le dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et ce n'est plus le cas parce que, d'une part, il y a eu des décisions politiques qui ont fait que la filière nucléaire française a été totalement explosée. Alors explosée en une myriade d'entreprises, pour beaucoup privées, alors qu'avant c'était bien sûr un monopole public. Ces entreprises, certaines encore publiques, mais beaucoup privées, se faisant une guerre totale en matière de production d'électricité. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une production nucléaire, une production d'électricité qui est toujours encore avec une certaine puissance, mais qui a été attaquée de plein fait par l'Union européenne, en sachant que aussi, ce qui nous a été imposé par les directives, c'est que la production d'électricité française maintenant ne doit plus servir uniquement aux consommateurs français. L'électricité produite en France, nous avons l'obligation par des directives de l'Union européenne d'en fournir à certains pays de l'Union européenne qui ont beaucoup moins d'électricité nucléaire que nous, donc qui manquent de production d'électricité par moment, pas tout le temps dans l'année, mais à certains mois de pic de consommation, en particulier l'Espagne, c'est le cas de l'Espagne, Portugal, mais aussi l'Allemagne. Et donc, nous devons vendre à ces pays-là un certain quota d'électricité que nous produisons, mais non pas au prix que cela nous coûte, non, au prix décidé par l'UE, qui est inférieur au prix de notre production. Donc, on voit bien que tout cela, mécaniquement, fait que nous avons une augmentation depuis déjà 2 ans maintenant, assez phénoménale, à la fois de l'électricité, mais des autres modes d'énergie. L'électricité étant le mode d'énergie que nous avons encore en production en France. Bon, les autres, on les importe. Le gaz, on l'importe pour la quasi-totalité. Le pétrole, bien sûr, en totalité. Et donc, en ce qui concerne l'essence, par exemple, on se rappelle du mouvement des Gilets jaunes, qui avait eu comme point nodal l'augmentation du prix du carburant. Et à l'époque, c'était parce que le prix du carburant allait dépasser les 1,50 € le litre. Rappelez-vous. Hein. Oui, oui. Aujourd'hui, on en est pratiquement à 2 €. Oui. Et pourtant, il n'y a plus aucune réaction sociale sur ce sujet-là. Donc, voilà un petit peu tous ces éléments. Je regarde si je ne lis pas. C'est pour faire vite, hein, pour ne pas prendre trop de temps. Le logement. Voilà, le logement, voilà, je l'avais noté, c'est celui qui me manquait. Le logement, bon, c'est pareil. Le logement, depuis déjà maintenant 3 décennies, mais depuis une dizaine d'années, ça s'accélère, mais au moins depuis 3 décennies, là aussi, il y a un décrochage entre le pouvoir d'achat réel des gens et l'augmentation du prix du logement, en particulier pour ceux qui sont locataires, c'est-à-dire pour les moins bien lotis financièrement d'entre nous. Alors,
sauf certains qui ont fait le choix de ne pas être propriétaires à titre personnel, parce qu'ils ont fait un choix, voilà. Mais la plupart sont locataires parce qu'ils ne peuvent pas être propriétaires, soyons assez clairs. Donc là, on a aussi une augmentation assez importante des coûts du logement, donc non seulement du loyer, pour ceux qui sont locataires, mais des charges. Puisque je parlais tout à l'heure de l'énergie, en particulier l'énergie, c'est bien sûr dans le logement que nous le retrouvons pour les particuliers. Après, pour les entreprises, c'est plus dans leur production, mais pour les particuliers, c'est beaucoup dans le logement qu'on utilise l'énergie, et après un peu pour circuler avec son véhicule, mais c'est beaucoup au niveau du logement. Donc, augmentation de l'électricité, augmentation du gaz, augmentation des autres énergies. Tout cela fait que le pouvoir d'achat des gens s'amenuise énormément. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation où, je le disais tout à l'heure, ceux qui sont exclus du monde du travail se retrouvent en dessous du niveau de flottaison, mais ça, c'est pas nouveau. On parle du seuil de pauvreté, mais ils sont pour beaucoup en dessous. Mais à cela vient de se rajouter des gens qui flirtaient déjà auparavant, c'est-à-dire ceux qui sont en contrat précaire, etc., mais voire plus, ceux qui sont à la hauteur du SMIC, qui déjà avaient des difficultés à vivre décemment. On le sait en particulier, par exemple, dans des zones où l'habitat est très cher, en région parisienne, par exemple, où on sait très bien qu'un certain nombre de gens qui ont des activités salariales, qui sont salariés, mais qui sont à la hauteur du SMIC, sont incapables de se loger, alors qu'ils ont un travail à temps complet. Parce que le coût du logement est tel que s'ils n'arrivent pas à avoir un logement social, ils sont dans l'incapacité de se loger. Or, ils ont un travail. Donc tous ces gens-là, avec la perte du pouvoir d'achat qui s'est accentuée très fortement depuis 2-3 ans, sont encore plus, bien sûr, en difficulté. Et on voit, et ça les médias sont quand même obligés d'en parler, on voit les files s'allonger au Resto du Cœur, etc., tous les organismes qui gèrent la pauvreté et l'assistanat, puisqu'on n'est plus dans un système de solidarité, mais dans un système d'assistanat. Et il n'y a pas que les gens au SMIC. Tous ceux qui flirtent avec le SMIC, qui sont à 100 ou 200 euros au-dessus du SMIC, ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, c'est de plus en plus ric-rac lorsque ça ne manque pas. Alors qu'il y a 4-5 ans, ces gens-là arrivaient malgré tout à peu près à joindre les deux bouts. Les étudiants aussi. Les étudiants, dernière catégorie, les étudiants où bien sûr ils sont impactés doublement, ils sont impactés d'abord par l'augmentation des coûts à la fois de logement, de nourriture, de cotisations mutuelles bien sûr étudiantes, voilà, mais aussi ils sont doublement impactés par la perte du pouvoir d'achat souvent de leurs parents, qui financent pour beaucoup leurs études et leur vie, puisqu'ils n'ont pas de salaire. Et donc ils sont doublement impactés, ils sont augmentés à la fois par l'augmentation des coûts directs de leur quotidien, mais aussi par la baisse du pouvoir d'achat de leurs parents. Et donc on retrouve, oui, de plus en plus d'étudiants contraints d'aller faire la queue au Resto du Cœur et autres. Voilà, je crois que j'ai brossé un petit peu vite fait. L'objectif, c'était de ne pas prendre trop de temps, mais c'était de rappeler ce qui se passe au niveau du pouvoir d'achat. L'énergie, ouais, j'ai fait un peu le tour. Merci. Vite fait. Merci Patrick.